Une plongée glaçante au cœur des cartels de la drogue. Nous sommes allés dans une des villes les plus dangereuses du Mexique, un pays gangréné par les narcotrafiquants. Les règlements de compte entre bandes rivales sont quotidiens, faisant chaque jour jusqu'à des dizaines de morts. Franck Genozo et Anto Filippi ont rencontré des tueurs à gages chargés d'exécuter les contrats des barons de la drogue. Le reportage est très fort, mais attention, certaines images peuvent choquer. C'est une ville où les premières lueurs du jour apportent rarement de bonnes nouvelles. Les services de secours nous signalent des détonations dans un quartier, des tirs en rafale. À Culiacán, Ernesto Martinez est reporter pour ce qu'on appelle ici la note rouge, la couverture des scènes de crime. Il s'est fait tirer dessus au moment de monter dans son véhicule, cette petite voiture de couleur rouge. Un policier vient d'échapper à une tentative d'assassinat au moment de prendre son service. Le calme semble revenu, mais il est souvent trompeur. L'autre jour, les tueurs étaient encore là. Ils m'ont dit « dégage avant qu'on te tue aussi » et ils ont pointé leurs armes sur moi. Ce matin-là, en moins d'une heure, les violences vont s'enchaîner. Ici, le corps d'un adolescent a été déposé devant cette pizzeria. L'un de ses proches est chargé d'identifier la dépouille. D'un signe de la tête, il prévient la famille. Une scène de détresse tristement habituelle à Culiacán. 5 morts ce matin-là, dont cet homme ligoté et jeté sur le bord de la route. Le quotidien sanglant de la cité considérée comme la plus dangereuse du Mexique. C'est une guerre. Ils s'entretuent les uns les autres. Et c'est comme ça tous les jours. Les morts, les affrontements et les enlèvements de personnes qu'on retrouve, comme cet homme. À Culiacán, depuis plus d'1 an, 2 factions d'un même cartel se déchirent. Et les murs de la ville, un peu partout, en portent les traces. Sur les réseaux sociaux, les gangs postent les vidéos de leurs attaques. Sur celle-ci, l'un des groupes poursuit ce véhicule blindé, ciblé par des tirs de mitrailleuses lourdes, parfois à bout portant. Et lorsqu'un homme s'extirpe finalement du véhicule, tuez-le, tuez-le! Le commando se montre impitoyable. De contact en contact, nous avons réussi à approcher 2 de ces hommes. Rendez-vous est pris à la tombée de la nuit, non loin du centre-ville. Des sicarios, comme on les appelle ici, chargés des basses œuvres pour le compte des cartels de la drogue. Vous portez votre arme en permanence? Oui, tout le temps. Pourquoi? Par sécurité. On ne sait jamais ce qui va se passer. La menace peut surgir partout et à n'importe quel moment. Habituellement, il a une veste avec jusqu'à 30 chargeurs. Une guerre est une guerre. Elle ne se gagne pas en portant 4 cartouches sur vous, mais en portant 3000. Ils n'avaient pas 10 ans lorsqu'ils ont rejoint le cartel, avant de grimper les échelons jusqu'à se voir attribuer un numéro d'identification. Nous avons face à nous numéro 9 et numéro 23. À aucun moment, ils ne cherchent à cacher leur rôle d'homme de main au sein de l'organisation. Tuer, mourir, séquestrer, tenir le terrain. Vous avez déjà fait tout ça? Oui. J'ai enlevé la vie à des gens. C'est mon travail. Ici, on tue ou on meurt. On atteint le sommet ou on finit 6 pieds sous terre. Ce sentiment de toute puissance des cartels se voit en un lieu plus que tout autre. Un cimetière surnommé le Panthéon des narcos. De grandes figures du trafic qui ont fait construire d'impressionnants caveaux pour eux ou pour leurs proches, aux allures de chapelles, de temples antiques ou de maisons d'architectes. Nous pouvons y circuler, mais il est trop risqué de s'y arrêter. Ce qui saute aux yeux, ici, c'est le niveau de faste des mausolées. Certains sont équipés de vitres pare-balles, de systèmes de vidéosurveillance ou de climatisation. La preuve de l'opulence de certaines des familles qui contrôlent ici le trafic de drogue. Si la situation s'est embrasée ces derniers mois, c'est que ces familles se sont brouillées. Le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants au monde, s'est fracturé en 2 clans. Celui d'Ismael Zambada Garcia, l'un des fondateurs, et celui de Joaquín Guzmán López,
fils d'une autre figure historique emprisonnée aux États-Unis. Le premier a été piégé par le second et livré aux autorités américaines, dont la pression croissante déstabilise les cartels. Donald Trump les a fait classer comme organisations terroristes car il les juge responsables de la mort de 100 000 personnes qui meurent d'overdose chaque année aux États-Unis. Il en a fait un argument électoral et s'est mis à pressuriser l'économie mexicaine pour contraindre l'État mexicain à agir. Face aux pressions américaines, le Mexique a renforcé sa lutte contre le narcotrafic. À Culiacán, des milliers de soldats sont désormais déployés dans les rues. Mais leur présence n'a pour l'heure pas enrayé la guerre fratricide, dont les citoyens sont souvent les premières victimes. Ce jour-là, ces professeurs protestent contre une diminution de 20% de leur salaire. Minés par la violence, l'économie s'est effondrée et les autorités locales ont perdu une partie de leurs ressources. Les commerçants mettent la clé sous la porte car les gens n'osent plus sortir faire leurs courses. Ils n'ont plus cette liberté. On en a marre de cette violence, on n'en peut plus. Tous les jours, on apprend qu'un oncle, un neveu, un voisin est mort. En centre-ville, chaque arbre, chaque poteau, chaque panneau est recouvert de ces notes d'information sur des citoyens ayant disparu. Accompagné de ce message, ¿Dónde están? Où sont-ils? Nous sortons de Culiacán pour rejoindre les zones rurales qui l'encerclent, escortés par l'armée mexicaine. Un groupe de citoyens mène ce jour-là des fouilles autour de cette bâtisse abandonnée. On a reçu un renseignement anonyme disant qu'il était possible qu'il y ait des corps cachés dans les environs. Il y a 5 ans, le fils de Reinalda Pulido a disparu, comme son frère et un de ses neveux. Alors chaque vêtement retrouvé est considéré comme un indice potentiel. Ça, c'était une chemise. On voit les coutures. La petite équipe va donc sonder ce talus. J'enfonce la tige et je vois s'il n'y a pas une odeur de putréfaction qui se dégage. L'investigation les conduit ensuite dans ce qui ressemble à une salle d'exécution. Là, ce sont des impacts de balles. Mais c'est un peu plus loin que le chien de la police a repéré une odeur. Une pelle! Il faut creuser. Cette fois, pas de corps, mais des ossements qui seront analysés pour savoir si ce sont bien des restes humains. Aucune piste n'est à négliger. Je chercherai mon fils jusqu'à mon dernier souffle. Certains disent que c'était un voyou ou un guetteur au service des narcos. Mais je ne baisserai pas les bras, car c'est moi qui ai souffert pour le mettre au monde, c'est moi qui l'ai porté. Et d'une certaine façon, je l'ai déjà retrouvé dans chacun des 200 corps que nous avons récupérés et les 20 personnes qu'on a retrouvées vivantes. Dans une région où 6 personnes disparaissent chaque jour aux mains des cartels, rares sont ceux qui ne perdent pas espoir. Leur quête de vérité est plus forte que la terreur que font régner les narcos. Une dernière lueur dans les ténèbres du Sinaloa. Du Mexique, on part à présent au cœur de la jungle colombienne, au plus près de ceux qui fabriquent la drogue qui inonde les marchés français et européens. Dorothée Oliéric et Alexis Fischer ont pu filmer des laboratoires clandestins cachés dans des arbres qui transforment la feuille de coca en cocaïne en utilisant, vous allez le voir, des produits chimiques très dangereux. Voyez ce reportage exceptionnel. Depuis la ville de Cali, des montagnes à perte de vue. 1h30 de route. Nous sommes dans une zone rouge, contrôlée par plusieurs groupes armés. Un intermédiaire nous accompagne. Nous devons être discrets à cause des risques d'enlèvement. Autour de nous, leurs verres, les cocaillers avec leurs feuilles de coca. Dans la voiture, tout le monde est tendu. Des narcotrafiquants armés peuvent aussi surgir à tout moment. Après 1 heure, sur des chemins chaotiques, nous poursuivons à pied dans la jungle colombienne. Ce paysan a hésité à nous montrer son laboratoire clandestin. Il a annulé 2 fois notre rendez-vous. On y est. Il a peur d'être vu avec des étrangers et dénoncé. Des laboratoires comme celui-là, il y en a des centaines dans la région. C'est ici que commence la fabrication de ce qui deviendra de la cocaïne.
Tout est artisanal, rudimentaire. C'est illégal. Si on se fait prendre, on va direct en prison. Et je sais bien qu'on fait du mal à l'humanité, aux jeunes. Mais je n'ai pas le choix. Ça rapporte tout juste de quoi nourrir ma famille. Il doit acheter les feuilles de coca, payer ses ouvriers. À la fin du mois, il reste à ce producteur environ 300 €, soit le salaire minimum en Colombie. C'est dans la nervure blanche de la feuille de coca que se trouve en petite quantité la cocaïne. Et il faut des produits chimiques pour l'extraire. Sans ça, ça ne sort pas. Ça, c'est de la chaux blanche. C'est comme du ciment. C'est évidemment très mauvais pour la santé. Il flotte dans l'air une odeur âcre de solvant et de carburant. Ce sont des litres d'essence qui sont versés sur les feuilles de coca pour les faire macérer. L'étape suivante, c'est la soude caustique utilisée d'ordinaire pour déboucher les toilettes. Elle permet ici de récupérer le précieux liquide, un concentré d'alcaloïdes dont la cocaïne est la principale substance active. Après une nuit d'évaporation, le produit va se solidifier. Il faudra le cristalliser pour obtenir de la cocaïne pure. Nous ne connaissons pas les narcotrafiquants à qui nous vendons cette pâte de coca. Nous n'avons affaire qu'à des intermédiaires. Et nous n'avons aucune idée de l'endroit où ça part. Le prix d'1 kilo de cocaïne, c'est de 300 à 500 € en Colombie. Prix de vente en France, de 50 à 70 000 €, soit 140 fois plus. La production de cocaïne a été multipliée par 2 en un an seulement, du jamais vu en Colombie. Aujourd'hui, ce sont plus de 260 000 hectares qui sont cultivés. La plupart des cultures se trouvent ici, dans les montagnes du Cauca, une zone dangereuse aux mains d'anciens guérilleros marxistes des FARC. La plupart ont rendu les armes en 2016. Mais 7000 combattants ont refusé. Aujourd'hui, ils sont divisés en 2 camps et se battent entre eux pour le contrôle du trafic de drogue. Face à eux, dans la jungle, l'armée colombienne. Les forces anti-narco multiplient les opérations contre les FARC dissidents. Des affrontements extrêmement violents et meurtriers. En ville, à Cali, 1 millier de policiers ont été envoyés en renfort pour rejoindre cette unité d'élite, le bloc de recherche, créé dans les années 80 pour traquer Pablo Escobar. Aujourd'hui, il cherche à démanteler les nouveaux cartels. Quand on regarde qui est au service des FARC dissidents, eh bien on voit beaucoup de jeunes, y compris des mineurs de moins de 18 ans. Ils fonctionnent exactement de la même manière que les cartels de la drogue. Et ils travaillent directement avec les cartels mexicains pour le trafic de drogue. Les policiers se déploient à nouveau dans les fiefs des narcotrafiquants. Vous vivez avec la peur ? Oui, il y a beaucoup de criminels. Et à la tombée de la nuit, c'est un coupe-gorge. On ne peut pas sortir. C'est trop dangereux. Et les cartels sont là ? Oui, la drogue est absolument partout. Et le trafic aussi. Une guerre alimentée par un marché toujours en hausse de 25 millions de consommateurs de cocaïne dans le monde.